chasse-passion. Vincent Lalande est un accro de la chasse à l'arc. D'un verbe aisé, il nous initie à cette technique de chasse véridique. Accompagné d'un ami, photographe animalier. Alors Vincent, quel type de chasse allons-nous pratiquer aujourd'hui? On va essayer de chasser le sanglier à l'arc, donc à l'approche. Alors, déjà, on a pris connaissance des lieux là rapidement. Les feuilles, simplement en marchant, c'est bon. C'est un petit peu humide, pas trop, ça va pas trop croustiller. Ça va pas être trop bruyant parce qu'évidemment, la grosse difficulté de la chasse à l'arc, à l'approche, c'est arriver à très grande proximité de l'animal sans qu'il ait connaissance de ta présence. Absolument aucune connaissance de ta présence, mais vraiment du tout. Et donc là, ça va nous aider un petit peu. Une autre chose très importante, c'est le vent, qui ici convient également très bien parce que j'ai prévu d'attaquer les enceintes qui sont derrière, je pense. C'est un territoire que je connais un petit peu. Je connais les principales remises. Il y a en principe une relativement bonne population. Quel est le territoire? Pardon? Quel est le territoire et son biotope? Il y a beaucoup de, il y a un peu de tout, hein. Il y a des genêts, il y a des petites futaies, il y a des petits bois d'acacia qui piquent très fort les coudes et puis qui sont très durs à approcher parce qu'il n'y a pas beaucoup de place pour passer. Et puis aussi, je chasse avec un arc qui est un longbow et des territoires aussi fourrés. Le longbow, c'est un arc très grand, très encombrant. C'est vrai que c'est pas toujours idéal. Bon, ça, c'est un choix à la limite, hein. Donc il y a un petit peu tous les biotopes, hein. Il n'y a vraiment pas de... Pour quel gibier? Mais il y a de tout ici. Il y a des cervidés, il y a du chevreuil, il y a du sanglier. On est en plus, on n'est pas loin des bords de Loire, donc on est un petit peu au-dessus de la vallée de la Loire, donc on arrive en bout des territoires, donc c'est des remises relativement sûres. Quelles sont les consignes de tir aujourd'hui? Alors Jean-Michel, qui nous accueille aujourd'hui, m'a conseillé de tirer si possible un animal jeune, ce que de toute manière j'aurais fait. Un animal, un sanglier, une bonne bête rousse, quoi. Jusqu'à une bonne bête rousse, de manière à préserver évidemment les animaux reproducteurs. Donc les consignes de comportement de l'équipe? Mais les consignes de comportement, ça va être très difficile parce qu'évidemment c'est une chasse solitaire, comme tu disais tout à l'heure. Et plus on est, plus ça multiplie les risques de mettre un animal sur pied. Donc ça ne me convient absolument pas. Je vais taper du pied très fort. Donc là, ça va être finalement relativement difficile, ça multiplie les chances. Donc heureusement qu'on a des conditions clémentes. Question de temps, ça va nous permettre de minorer le problème un petit peu de l'accompagnement. Alors là, Guillaume fait quelque chose de très important. Le camouflage, c'est pas un système à la Rambo, hein. C'est pas pour faire une chasse à l'américaine un petit peu. C'est vraiment quelque chose de très important parce que du fait de la grande proximité avec l'animal, les couleurs deviennent très importantes, le mouvement surtout, mais les couleurs également. D'ailleurs, vous allez voir, j'ai une veste qui est relativement camouflée. J'ai demandé aussi à Guillaume de porter quelque chose qui soit de couleur bariolée. C'est bon, il n'y a pas de problème. Puis d'éviter les reflets aussi. Si ça ne te gêne pas, là, je ne connais pas, c'est ta technique après. Non, ça je pense que ça va aller à partir du moment où je peux faire la mise au point ici. Il faut surtout casser la silhouette. N'avoir pas des couleurs franches sur des grosses masses.
on est des bipèdes, on est beaucoup plus haut que la plupart des animaux qui sont présents. Le moindre de nos mouvements est facilement aperçu parce que l'animal nous voit en contrebas, souvent sur un fond de ciel, même lorsqu'on est en forêt, parce que le fond de ciel se dégage, il y a la luminosité au-dessus. Donc il faut arriver à casser notre silhouette, bouger le plus lentement possible. De manière à C'est le premier qui bouge qui a perdu dans ce jeu-là. Donc si c'est le gibier qui bouge et qu'on le repère sans que lui nous ait vu, c'est parfait pour nous. On va essayer, c'est pas forcément évident. La voiture est pleine, hein. Finalement il faut une très très grande voiture. Voilà, la flèche de chasse au gros gibier et au petit à chaque fois que l'on peut, ça c'est un modèle de lame parmi d'autres. J'ai choisi celui-là par goût, par souci d'efficacité avant tout. Moi c'est celle qui me convient. Alors le matin de chasse, avant de commencer la chasse, mes lames sont toujours plus ou moins affûtées, mais je donne toujours le coup final. Il faut qu'une lame tranche comme un rasoir. J'essaie de vous montrer. Il faut que je vous montre de toute manière parce que je ne partirai pas en chasse tant que je n'aurai pas la lame qui coupe comme il faut. Par quel matériau est-ce composé? La lame, Oui. l'acier. L'acier qui est... Alors là, il faudrait demander à un forgeron pour nous... Je ne connais pas les qualités de l'acier, mais c'est un acier qui doit être suffisamment dur pour rester tranchant. Tranchant comme un rasoir qui va couper qu'une fois, mais qui devra couper parfaitement, parce qu'il fera son travail une seule fois. Qui en même temps ne sera pas trop dur pour ne pas être cassant, parce qu'il ne faut pas que la lame, en heurtant un gros os, se casse. Il faut que la lame soit pénétrante. Moi, c'est pour ça que j'ai choisi ce type de lame. Il y a plusieurs types de lames. Moi, j'ai choisi des monolames, enfin une lame simple, soudée, solide, qui fera un tranchant simple, mais qui sera toujours efficace en toutes circonstances. J'ai rarement utilisé d'autres lames, mais je suis toujours revenu à ce type-là. Pour moi, c'est le seul efficace. Et le type de lame dans lequel il y a des petites encoches à l'intérieur, C'est quand on met des lames de rasoir accessoires. Ouais. La lame de rasoir, finalement, saute souvent. Moi, j'ai essayé même sur le petit gibier, sur du ragondin. Ça fait pas... La sophistication nuit plus qu'autre chose. Il faut rester simple et efficace, simplement. Bon, Donc je vais là, essayer. c'est quel type de pierre que tu utilises? Ah, c'est tout bêtement, ça c'est un bricolage à moi, ça. C'est une pierre à faux que j'ai récupérée, que j'ai piquée à mon grand-père. Enfin, dans les affaires de mon grand-père. Et je l'ai repolie de manière à donner des surfaces plates, et de manière à pouvoir l'utiliser sur une lame. Et là, tu mets les salives dessus, ça... Parce qu'il faut, ça faut que ce soit toujours mouillé pour l'affûtage. Le champ de la lame est très important. Alors ça, c'est un tour de main qui a l'air facile, mais que ça demande de longues années d'apprentissage. Enfin, longues années. Presque. Le champ de la pierre sur la lame est très important, ça guide. On sait exactement ce qu'on fait du fil de la lame. Tu dis le champ, pourquoi il y a une... Le bruit, la pierre qui frotte sur la lame. On sait exactement, parce qu'en fait un tranchant c'est assez complexe. Je l'affile déjà à la lame, à la lime d'affûtage. Ce qui me donne un morphile, c'est-à-dire une petite partie d'acier qui est juste sur le bout du tranchant et qui en fait fait un petit rebord qui empêche de trancher. Il faut enlever le morphile. J'ai déjà fait le morphile avec ma lime d'affûtage, donc c'est pour ça que je termine simplement la manœuvre. Faut tomber le morphile de manière à n'avoir vraiment que la matière, l'acier qui arrive au bout de manière à donner un tranchant très acier, un tranchant rasoir simplement. Ouais. C'est le plus difficile à faire. L'angle est très important évidemment du tranchant. La première chose que j'essaie de faire, c'est d'être en adéquation totale avec le chasseur. C'est-à-dire que vis-à-vis de Vincent, je vais essayer d'être... de ne pas me gêner. Voilà, d'être le plus proche de lui sans être un poids en fait derrière lui et qu'il entende mes pas. Donc il faut que je me fasse le plus silencieux possible. Que j'essaie de prendre en fait tous les instants les plus cruciaux de la chasse. C'est-à-dire que l'approche en elle-même, la tension, essayer de prendre la tension sur le visage de Vincent, toutes les fois où il va scruter, parce que pour construire un reportage, il faut que toutes les images que je pourrais faire racontent en fait une histoire. L'histoire de Vincent qui va à la chasse, à l'approche au sanglier, et donc essayer de récupérer au travers des images ces instants privilégiés. Et effectivement, le but ultime de la chasse, ce sera
ce sera d'essayer de prendre Vincent en train d'armer son arc, de bander son arc, hein, c'est ça, je crois. D'armer son arc, oui. Et de tirer. Alors si je pouvais avoir un cliché du chasseur et de l'animal, ce serait évidemment un cliché intéressant, parce que la plupart des photos de chasse à l'arc que l'on a sont des photos avec des gibiers morts, hein, et très peu de photos en pleine action, où on voit et le chasseur et l'animal. Donc ce sera vraiment une bonne chose. Ceci étant, c'est extrêmement difficile apparemment de pouvoir suivre d'assez près sans gêner. Donc c'est pour ça que j'ai pris un téléobjectif de façon à pouvoir être assez loin sans gêner Vincent et avoir un petit peu les deux. Chasseur de sanglier et chasseur de scoop. La concentration peut se notifier sur un cliché. La concentration du gibier, la concentration de Vincent. Je pense, parce que j'ai un regard. Il y a un regard précis. C'est vrai que c'est pas évident d'avoir ça au bon moment, si vous voulez, mais chacun son œil. Vincent aura l'œil rivé sur, on l'espère, des animaux. Un sanglier, moi je vais essayer d'avoir l'œil rivé sur ses actions, sur ses sentiments à un instant donné, et de déclencher au bon moment. Donc la concentration, je vais tâcher de l'avoir au fil des instants. D'ailleurs là je devrais même déjà être en train de le photographier. Mais c'est vrai que pour construire un reportage, il faut avoir un grand nombre de clichés de façon à pouvoir prendre la quintessence de ces clichés quand on a la chance de pouvoir en faire des corrects. Alors là, l'épreuve, on rase les poils de l'avant-bras pour savoir si c'est bien tranchant. C'est pas que je suis pas poilu, c'est que j'en ai plus à force d'user. Donc tu vois, ah oui, d'accord. Il n'y a pas de problème, le bras est rasé. Je fais comme tout le monde le matin, j'ai un rasoir sur ma table de toilette, hein, mais je pourrais faire avec, il n'y a pas de problème. Ah, c'est impressionnant. Oui, donc après ça, celle-là est faite. Que ça rentre dans les chairs. L'hémorragie est très très importante, plus qu'avec une arme à feu, même si ça semble pas évident. Tout simplement parce que les chairs sont tranchées nettes et ne sont pas abîmées. Là, je remarque une chose, c'est qu'au niveau des flèches, là, c'est l'empennage, c'est ça? On appelle ça l'empennage. Les couleurs sont assez vives. Assez vives, ouais. L'animal voit en noir et blanc, donc il ne voit pas les couleurs vives. Par contre, si tu rapportes ça sur des... Comment dire, c'est des couleurs qui sont ni trop claires ni trop foncées, finalement, il ne les voit pas. Ouais. Et puis moi, ça me permet de visualiser mon tir, simplement. Ça, on appelle ça un four traceur, c'est un petit gadget. J'ai chassé un petit peu en poussée silencieuse cet hiver, donc je me suis permis de mettre ça. Ça permet de suivre la trajectoire de la flèche. Ça donne on suit la flèche vue de derrière, comme ça donne un point orange qu'on voit plus facilement. Bon, j'en utilise rarement, tu vois, sur mes flèches, il y en a très peu. Mais parfois, ça peut être utile. Mais là, je remarque que tu as une flèche qui n'est pas... Ah, ça, c'est un empennage. C'est un empennage qu'on appelle l'empennage flou-flou. Alors, le terme de flou-flou, ça vient d'une onomatopée séminole. Les Indiens séminoles avaient inventé ces plumes-là. Et ces plumes étant très grandes, lorsqu'elles volent, elles font flou-flou. Et c'est obligatoire légalement maintenant, depuis que la législation en France a précisé les modalités d'exercice de la chasse à l'arc. C'est des empennages très volumineux qui en fait, bon, la flèche part évidemment à la même vitesse qu'une autre, mais lorsqu'on tire en vol les oiseaux, ça permet à la flèche de retomber plus vite parce que ça fait un effet de parachute, ça freine la flèche. Ouais. Donc ça c'est uniquement une flèche de chasse au vol ou chasse des volatiles. La pointe d'ailleurs, tu vois, ça c'est des pointes en fait. Si, la pointe c'est une pointe assommoir, ça permet de tuer un petit gibier en vol sans problème. Ça c'est des pointes que je fais moi-même en cuivre avec du tuyau de plomberie en cuivre que je monte. Bon, celle-là a déjà beaucoup servi. L'emporter stigmate. Mais c'est très efficace, hein, ça porte. Mais bon, vaut mieux quand même tirer le plus souvent des lames. Ouais. Bon, évidemment, quand on tire en l'air le gibier, la lame c'est à proscrire absolument parce que dangereux. Faut penser aux copains. Ouais, tu utilises quoi? Là, je finis mon tranchant avec une feuille de cuir que j'ai montée sur un morceau de bois pour vraiment aligner les micro-dentures. Enfin, il y a très peu. Bon, c'est la structure du tranchant qui est comme ça. Il se peut qu'il reste un petit peu de morphile et pour l'aligner, vraiment le mettre dans l'axe, je me sers d'une feuille de cuir. Finalement, comme faisaient les barbiers avec les rasoirs, tu sais, les coupe-choux. Le rasoir à papy, là, qu'on voit dans les westerns.
il servait d'une feuille de cuir pour vraiment finir d'aligner le tranchant. Il existe tout un tas de systèmes pour affûter les lames, des systèmes plus ou moins perfectionnés. Moi je reste très simple, encore une fois, le tout étant d'être efficace. Le geste paraît maladroit, mais il est très précis. Combien de flèches il est bon de préparer? Pour partir à la chasse, sur la convenance de chacun, une seule peut suffire, une seule doit suffire, mais on ne sait jamais, quoi. Moi j'en emmène 3 parce que bon, j'utilise le carquois dorsal pour chasser. J'en ai une sur l'arc, j'en ai 2 dans le carquois qui ne se touchent pas, qui ne font pas de bruit. Ça me permet d'avoir un petit confort, une petite sécurité. On ne sait jamais, des fois que je fasse tomber ma lame sur une pierre qui se désaffûte ou le besoin de tirer un second animal, enfin de tirer un animal une seconde fois, c'est très rare parce que la flèche, un animal qui est tiré, ça c'est prétentieux de dire ça, mais un animal qui est tiré c'est un animal mort. Parce qu'en fait on cherche à se mettre en présence d'un animal en ayant souci justement que le tir ne soit plus un problème. C'est-à-dire que dès que la flèche est partie, dès qu'elle est décochée, l'animal est mort. Il faut préparer la chasse de sorte à ce qu'on n'ait aucun souci à se faire sur le terme, sur le tir. Et c'est justement l'éducation du chasseur à l'arc, c'est de savoir s'abstenir de tirer s'il a le moindre doute. Voilà, on a fini de préparer les flèches. Donc finalement tu prends que ce carquois là? Ouais, je prends mon bon vieux, c'est le plus adapté, il est patiné et tout, c'est celui qui marche le mieux. Hein. Ouais. J'ai pris 3 flèches, des fûts bois, parce que j'ai chassé avec un arc finalement qui est relativement peu puissant aujourd'hui, il fait 65 livres. Ouais. Donc je prends mes fûts bois parce qu'ils sont adaptés à l'arc, parce que les flèches en fait doivent être adaptées à l'arc. Hein. La flexibilité de la flèche, elle part jamais droit. C'est complexe ces techniques. Elle part jamais droit, il faut qu'elle soit adaptée à la puissance réelle, à ton allonge par rapport à l'arc. Autrement, oui, parce que j'ai d'autres flèches là, mais qui sont. Ça c'est des fûts alu. C'est pas du fût bois, c'est du fût alu, fais attention. C'est moins traditionnel, mais à la limite ça demande moins d'entretien, c'est toujours droit. Ouais, au niveau de la qualité de vol, c'est toujours. La qualité de vol est plus importante. Mais d'un autre côté, moi j'aime moins parce que j'ai pas les mêmes affinités. Je préfère le bois, je préfère le bois. Puis le bois finalement, quand on sait le préparer, quand on sait s'en occuper, faut le traiter, faut le vernir, faut le passer à tout un tas de choses. Moi j'aime autant. Puis c'est moins bruyant parce que ça c'est encore creux. Ouais. Et dans le carquois, le bois est beaucoup moins bruyant. Ça paraît peut-être pas évident, mais surtout dans le cadre de frottement, les flèches qui se frottent dans le carquois. Toujours les 2 ennemis, enfin l'ennemi numéro 1, c'est le bruit. Enfin, le bruit et le mouvement. Ouais, parce que le bruit, le mouvement et l'odeur, parce que finalement. Quelle longueur? Quelle longueur? La longueur dépend en fait de chaque personne, parce que ça dépend de la position, la longe. Tu vois, enfin là j'ai pas la bonne position parce que je n'ai pas l'arc. Il faut que ça corresponde à ton allonge, à ta position. Donc chaque personne a une longueur de flèche. On retombe toujours plus ou moins sur les mêmes parce que ça dépend de la taille simplement. Donc moi je sais même pas combien, j'ai ma jauge, je sais même pas combien j'allonge. Mais c'est moi qui les monte. Hein. C'est toi qui les monte et je vois que là t'as un numéro, c'est la référence du permis de chasser. Ça depuis que c'est mon numéro de permis et c'est obligatoire légalement, on est obligé d'inscrire chacune des flèches qu'on emmène à la chasse au numéro de son permis de chasser. Ouais, de toute façon La loi nous y oblige. En cas d'accident, en cas de... Et on est même obligé de faire une déclaration de perte lorsque nous perdons une flèche, parce que c'est finalement une arme blanche qui peut être utilisée de manière autonome. Et c'est assez dangereux. Bon, je vais préparer l'arc maintenant. Finalement, la flèche, c'est la chose la plus importante dans la chasse. L'arc, c'est le mode de propulsion, ça fait partie de soi, mais l'arme de chasse, c'est la flèche. C'est elle qui va prélever l'animal. Donc c'est pour ça qu'elle fait l'objet de toutes mes attentions avant la chasse, pendant la chasse. C'est essentiel. Ça c'est mon gant de tir, c'est très précieux, c'est mon vieux, je ne l'utilise même plus à l'entraînement parce que je ne veux plus l'user. Il s'est formé à ma main à force de transpirer, à force de m'énerver dans les entraînements au départ, à ne pas arriver à faire ce que je voulais. Je ne le prête pas parce que je ne veux pas qu'il soit déformé. C'est le gage de ma précision, ça. C'est joli, il a vieilli. Du vieux cuir. On y va? On va chasser? Fais gaffe aux feuilles. Marche sur le bas-côté.
il y a des gros problèmes. Le vent n'arrête pas de changer. Il était bon ce matin. On a perdu un peu de temps. Tu vois, regarde, je vais prendre mon four traceur. Alors tu vois, le four traceur, c'est une autre utilité, c'est qu'on sait d'où vient le vent. Alors là, on a de gros problèmes. Parce que le vent, il y a 2 instants, il était plein sud. Maintenant, il vient quasiment du nord-ouest. Tiens. Bon, alors je vais attaquer en prenant grosso modo la direction moyenne du vent. Il faudra que j'aille assez vite dans mon approche, parce que, étant donné que le vent tourne, il ne faut pas qu'il y ait des masses d'air qui se déplacent en apportant ma propre odeur. Bon, toi, vu les difficultés, je ne peux pas compter te placer par rapport à moi de manière à utiliser le vent, donc j'aime autant que tu restes en retrait. Je me place en retrait en fonction des capacités de déclenchement. Et toi, je ça reste à peu près à 10 mètres derrière toi. Ça te convient? Même plus de 10 mètres. Largement. Sinon, avec les branches, j'aurais rien du tout. Ouais, mais là, c'est assez clair, là où on va. Ouais, ok. Donc on y va. Tu restes derrière moi? On y va. L'approche à l'arc est une chasse traditionnaliste et en même temps relativement sophistiquée. L'idée est de partir à la billboard tout simplement. L'emploi des jumelles est importante. Elles permettent à Vincent de repérer la présence de l'animal soit à la reposée, soit sur pied en train de manger, bien qu'il ne soit pas très tôt. Dès lors qu'il aura pris connaissance de l'animal, il devra rapidement juger les lieux et élaborer une tactique pour arriver dans de bonnes conditions de tir, c'est-à-dire être à distance suffisante et ne pas être vu armant l'arc, mouvement qui doit rester ample. Le moment reste critique. La flèche est un projectile lent et si l'animal détecte l'homme, il aura le temps de faire un mouvement et risque donc d'être blessé. Lorsque tu es chasseur à l'arc véritable, tu utilises l'arc certes, mais tu es avant tout chasseur. Donc, ça veut dire une chose, c'est que tu as peut-être 2% de ton action de chasse qui s'intéressera à l'archerie. Le reste, c'est toute l'éducation du chasseur qui va faire en sorte que tu seras à même de maîtriser ton arme et de chasser vraiment avec un arc. Alors quand tu parles d'entraînement, oui, il faut qu'on s'entraîne sur des cibles qui reproduiront les circonstances de chasse. Ce ne seront jamais des cibles qui te mettront en situation de chasse réelle, mais tu peux reproduire des positions, des postures, des distances, éduquer la personne à faire en sorte que elle soit amenée à gérer toutes les situations de tir qu'elle peut rencontrer, y compris le tir sur les cibles mobiles. On chasse aussi beaucoup le petit gibier à l'arc, ce qui ne se sait pas. Je chasse avec des chiens d'arrêt, j'ai des cordales, je tire des canards en Loire, le lapin éventuellement, à la course avec les chiens, bon, comme avec un fusil, c'est tout. Mais il faut évidemment y être préparé parce que ça demande une maîtrise de l'arc, une maîtrise de soi, une maîtrise du geste. Et ça s'éduque. On s'entraîne en commun. Alors le choix du moment du tir en particulier? Le choix du moment du tir, c'est le gibier qui appelle la flèche en vérité. Parce que, bon, dans le cadre du petit gibier, c'est évident parce que souvent on le tire en mouvement, à part quelques gibiers qu'on chasse à l'approche, mais bon, le ragondin par exemple, qui est facile, qui est plaisant à chasser à l'approche. Mais dans le cadre du gros gibier, c'est vraiment le gros gibier qui va appeler la flèche parce que même si tu arrives en présence de l'animal, tu as maîtrisé toutes les circonstances de chasse, tu as maîtrisé ton approche, les changements les masses d'air qui se déplacent, ton odeur qui se déplace. Tu arrives à proximité, tu es en condition de pouvoir tirer, c'est pas pour ça que tu vas tirer. Parce qu'il faut que le gibier t'offre la possibilité de tirer. S'il est de face par rapport à toi, s'il te regarde, s'il est en alerte, non. C'est pas la peine, tu risques de faire une mauvaise flèche. Il faut pas. C'est intuitif? C'est intuitif, ça le devient, disons que c'est une intuition éduquée. C'est l'expérience qui s'accumule, c'est l'amour, la passion de la nature. Aujourd'hui, tu vois, on a le beau temps, on a les petits oiseaux, on les entend. C'est tout ça, il faut savoir maîtriser tout ça. Pas dominer, mais vivre avec, s'imprégner de tout, l'ambiance, les animaux. Et tu arrives à sentir la réaction des animaux. Tu sens quand l'animal mange vraiment en toute quiétude, quand il fait semblant, parce qu'il t'a repéré. Les cervidés font très bien, ils ont le nez au sol, ils relèvent la tête à toute vitesse. Là, t'es grillé, tu te retires, gentiment, t'as perdu.